Bonsoir. Il y a 100 ans exactement, le capitaine Dreyfus était arrêté et accusé de trahison envers l'Allemagne. Ce soir, les brûleurs de l'histoire vont être consacrés à l'affaire Dreyfus, ou plutôt alors aux affaires Dreyfus. Oui, parce qu'il y a en gros 4 affaires. Une affaire individuelle, une affaire judiciaire, une affaire militaire et une affaire politique, puisqu'à un moment, la République a été en danger. Alors pour cette émission, nous avons retrouvé des documents assez exceptionnels. Un film jamais vu, jamais monté, puisqu'il a été monté ici même, par nos soins, par un monteur qui s'appelle Louis Bastin, qui a remonté le film qui était en désordre d'un opérateur de chez Pathé, Ferdinand Zecca, qui a reconstitué l'affaire Dreyfus en 1908. Voilà. Et puis alors nous avons comme d'habitude un historien et ce soir plutôt 2 historiens pour parler de cette affaire. 2 historiens car l'affaire est extrêmement longue et compliquée. À Jean-Denis Bredin, avocat, écrivain, auteur de l'affaire, revient la lourde tâche de démêler l'écheveau judiciaire, et à Michel Vinocq, historien des mentalités, de nous resituer le contexte politique, social, économique et diplomatique de cette période à l'aube de notre siècle. Alors tout de suite, on va plonger dans l'affaire Dreyfus. Voilà 1 an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gonse savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose. Et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment. J'accuse le lieutenant-colonel Dupaty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s'être rendus complices du même crime. J'accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Zola, par cet appel, prenait l'opinion publique à témoin. Pourquoi donc tant de silence de la part des autorités militaires et politiques pour un homme dont l'innocence avait été prouvée? L'affaire a divisé la France en 2. Elle a vu la naissance d'une presse de masse profondément engagée, elle a permis l'émergence des intellectuels, elle a mis en péril la démocratie pour mieux ensuite l'affermir. Combat d'un individu seul qu'on n'a pas hésité à sacrifier contre la raison d'État, erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, un siècle plus tard, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus. Alors tout de suite, nous allons voir la reconstitution de l'affaire Dreyfus par un opérateur de Pathé qui a filmé en 1908 son affaire Dreyfus. Voici donc le film de Ferdinand Zecca. « 1894, la guerre des espions fait rage entre la France et l'Allemagne. Le colonel Sander, qui dirige la section de statistiques non officielle du contre-espionnage français, est préoccupé. De nombreux documents disparaissent des bureaux du ministère de la Guerre. Comment? Par qui? Ferdinand Zecca, sur ces images, n'hésite pas à incriminer le commandant Esterhazy, qui travaillait au sein de la section et qui aurait été surpris par le commandant Henry, lequel n'en aurait rien dit à ses supérieurs. Mais s'il ne s'agit là que de fiction, il n'en reste pas moins vrai qu'un climat de mystère et d'espionnite aiguë régnait dans les services de l'état-major. La défaite de 1870 avait mis en évidence la supériorité des services de renseignement allemands sur les services français, alors à peu près inexistants. Mais depuis, les militaires français, assoiffés de revanche, s'efforçaient de démasquer les traîtres et de combler leur retard par tous les moyens. Surveillance, filature, manipulation d'agents doubles, vol de documents, intoxication par de faux renseignements destinés à égarer l'ennemi sur de fausses pistes, jeu des vrais leurres et des fausses vérités, des vrais faux et des faux vrais.
En outre, ils avaient réussi à infiltrer l'ambassade d'Allemagne par l'intermédiaire en réalité d'une femme de ménage, Madame Bastian, qui fouillait régulièrement les poubelles et collectait les documents dans un entonnoir de papier dénommé le cornet. Ce cornet qu'elle faisait parvenir de préférence au commandant Henri. De plus, jouissant d'une grande confiance, elle remplaçait parfois le concierge, ce qui lui permettait de faire son choix dans les casiers du courrier. Ce trafic dura 10 ans et continua bien après l'affaire Dreyfus, mais il semble avéré que les Allemands n'en aient rien soupçonné. C'est par cette voie dite ordinaire qu'à la fin du mois de septembre 1894 parvient au colonel Sander une lettre récupérée dans le bureau de l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen. Cette lettre manuscrite, mais non signée, et qui fera date dans l'histoire sous le nom de bordereau, annonce la livraison prochaine de secrets militaires français, dont le tout nouveau frein hydraulique du canon de 120, qui permet un tir plus rapide. L'affaire est si grave que le colonel Sander en informe aussitôt le général Mercier, ministre de la guerre. L'émotion de Mercier est vive. Il ordonne une enquête qui est confiée au commandant du Paty de Clam, dont chacun sait au ministère qu'il se pique de graphologie. Du Paty de Clam est le protégé du chef d'état-major, le général de Boisdeffre, et l'ami de Schwarzkoppen. Il veut se distinguer, briller par tous les moyens. Il ruisselle de bon vouloir et d'ambition. Son enquête est rondement menée et le cercle se resserre bientôt autour de 4 officiers du 4e bureau. L'un d'eux s'appelle Alfred Dreyfus. Il vient d'être mal noté par l'un de ses supérieurs. De plus, il est juif et une partie de sa famille est restée vivre en Alsace, allemande à l'époque. On cherche un spécimen de son écriture, on trouve un formulaire, on compare avec le bordereau. Très sûr de lui, du Paty conclut à la similitude. Sander se frappe le front et s'exclame « J'aurais dû m'en douter ». Le général Mercier est prévenu le lendemain. Pour lui, la culpabilité de Dreyfus est évidente. Il lui faudra 8 jours pour convaincre le gouvernement d'arrêter celui qu'il appelle déjà le traître. Après avoir prévenu le président de la République et le garde des Sceaux, Mercier convoque un conseil interministériel restreint où il affirme, sans d'ailleurs dévoiler son identité, avoir découvert le coupable. Mais il lui faut des preuves, et pour ce faire, des experts sont désignés. Ils analysent les écritures. La ressemblance n'est pas frappante, dit l'un d'eux. Elle ne peut donc constituer une preuve. Mais il est trop tard. Rien ne peut plus arrêter le ministre de la Guerre et l'état-major. Dreyfus est bien sûr suspect, mais comment le confondre ? C'est le commandant du Paty, grand lecteur de romans feuilletons, qui trouvera le scénario. On convoque Dreyfus sous un prétexte quelconque et on lui fait écrire un texte comportant des extraits du bordereau. Cet épisode restera dans l'histoire sous le nom de la dictée. Si Dreyfus tremble, il avoue son crime. S'il ne tremble pas, il révèle sa force de dissimulation. Dreyfus tremble, mais de froid. Il ne comprend rien. Il est arrêté, conduit à la prison du Cherche-Midi, où une cellule l'attend depuis la veille.
Dupaty le laisse croupir et le harcèle. Dreyfus crie son innocence, sanglote. Le 24 octobre, il fait noter au procès-verbal « Voilà 11 jours que je suis au secret et je ne sais pas encore de quoi on m'accuse. » Ce n'est que le 30 octobre, après que le journal de Drummond, La Libre Parole, a révélé à l'opinion publique l'arrestation du capitaine Dreyfus, que Dupaty montre enfin la photographie du bordereau au prévenu. Dreyfus nie tout et reprend espoir. Mais il est trop tard. Dès le 31, Dupaty signifie à Dreyfus que son enquête est terminée. Dreyfus s'entête à ne pas avouer. Alors les recherches destinées à accabler le coupable s'intensifient. On construit un système qui permet de confondre Dreyfus dans tous les cas de figure. Les journaux s'emparent de l'affaire. Les membres du gouvernement décident à l'unanimité de l'ouverture d'une instruction judiciaire. Tout au long du mois de novembre, le ton ne fera que monter dans la presse. Haine de l'Allemagne, haine du juif, amour de l'armée, amour de la patrie. Le 4 décembre, Dreyfus est renvoyé devant le premier conseil de guerre de Paris. Les débats s'ouvrent le 19. À midi, le commandant Brissé demande le huis clos. Dreyfus est assisté par maître Demange. Le 21 décembre, le commandant Henry accuse Dreyfus en jurant sur le crucifix. Après une plaidoirie de 3 heures de maître Demange, les 7 juges se retirent pour délibérer. Ils prennent alors connaissance d'un dossier secret comprenant de nouvelles pièces, les unes fausses, les autres mal datées. Les semblants de documents, authentifiés par le ministre, emportent la conviction des juges qui, à l'unanimité, le déclarent coupable et le condamnent à la déportation. Le 5 janvier 1895, Dreyfus sera solennellement dégradé dans la cour de l'école militaire. Léon Daudet sera chargé pour Le Figaro d'en assurer le reportage. La porte fatale s'ouvre et laisse passer l'affreux cortège. Le morne petit groupe arrive au pas militaire, de biais, en diagonale. Il s'arrête à quelques mètres devant le général. Tous les cœurs frémissent. Il règne un tumultueux silence. Un rayon de soleil, bref et sanglant, verse un peu de vie sur cette mort pire que la mort. Le voici devant moi, l'œil sec, le regard perdu vers le passé sans doute, puisque l'avenir est mort avec l'honneur. Le géant tire le sabre de celui qui fut capitaine, et d'un coup sec, dernier éclair, le brise sur son genou. Sa face est terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave de ghetto. Il n'a plus d'âge, il n'a plus de nom, il n'a plus de teint. Il est couleur traître. À
Alors Jean-Denis Bredin, cette scène de la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour d'honneur des Invalides est extrêmement émouvante, filmée par Zeka. Mais alors tout d'abord, demandons-nous qui était ce capitaine Dreyfus et pourquoi a-t-il été condamné? Il avait une identité qui permettait de le faire condamner aussi rapidement? Lorsqu'il est convoqué au ministère de la Guerre, ce capitaine Dreyfus est un jeune officier, marié, père de 2 tout petits enfants, heureux, brillant, qui a fait l'école polytechnique, qui a fait l'école de guerre, qui a été stagiaire d'état-major dans différents bureaux, qui est convoqué et au ministère de la Guerre, on lui fait recopier un document et on l'arrête. Et on lui dit « vous êtes coupable du crime de haute trahison ». Oui, mais voilà, il est alsacien. L'affaire commence. Alors ensuite, le film le dit bien, il est coupable, pourquoi? Parce que son écriture ressemblait à l'écriture du document qui a été trouvé dans la corbeille de l'attaché militaire d'Allemagne, et que cette écriture était donc l'écriture d'un officier juif, car il était alsacien, comme il est dit, et il était juif. Un officier juif, c'était à l'époque, parce que le journal La Libre Parole menait une forte campagne contre la présence dirigée par M. Drumont. Une forte campagne contre la présence des officiers juifs dans l'armée française, c'était, j'allais presque dire, inespéré, un officier juif trahissait. Et par conséquent, celui qui était un suspect à cause d'une ressemblance d'écriture devenait instantanément un coupable nécessaire. Un coupable utile en tout cas, puisqu'il démontrait que les Juifs trahissaient. Alors on a fouillé sa vie dans les poubelles, si j'ose dire, sans faire de mauvais jeu de mots, et on a trouvé des histoires de femmes. Alors on a découvert qu'avant de se marier, il avait eu quelques liaisons. Alors on a découvert qu'il se rendait en Alsace parce qu'une partie de sa famille était restée dans l'Alsace, alors occupée, alors allemande, devenue allemande, qu'il se rendait, comme tous les Alsaciens d'ailleurs, pour aller voir sa famille, que par conséquent il pouvait apparaître comme suspect, à la fois par les femmes qu'il avait connues, par le fait qu'il se rendait en Allemagne, mais à partir de ce moment-là, tout joue contre lui, c'est-à-dire tout est fait pour l'accuser. Alors ils n'ont pas traîné. Entre le moment où ils l'arrêtent et le moment où ils vont le juger, est-ce qu'on peut parler de justice expéditive avec ce premier procès, avec ce conseil de guerre? Oui, justice expéditive, mais il faut se situer dans ce qu'est la mentalité de cette époque, c'est-à-dire de cette fin de l'année 1894. Les Français vivent dans une espionnite aiguë, ils voient partout des traîtres, vivent dans l'amour de la revanche. Il faut à tout prix prendre la revanche sur l'Allemagne qui a battu la France, et par conséquent, tout crime de trahison apparaît comme quelque chose de monstrueux qui doit être jugé très vite par le conseil de guerre composé d'officiers, et dès lors que l'on trouve un traître, on doit le condamner très vite. Et simplement, le problème pour Dreyfus était que certaines expertises d'écriture, car il n'y avait contre lui que ce bordereau finalement essentiel, certaines expertises d'écriture disaient c'est la même écriture, d'autres disaient ce n'est pas la même écriture, et c'est pour ça qu'il a fallu, pour persuader les juges, communiquer au conseil de guerre un dossier secret constitué de faux, de manière à être sûr d'emporter la condamnation. Alors nous allons voir avec vous la suite de la reconstitution de l'affaire Dreyfus. Le capitaine Dreyfus va être déporté à l'île du Diable. Pendant 4 ans, le prisonnier de l'île du Diable vivra dans des conditions physiques insupportables. Le corps et l'âme brisés, il ne survit que par les lettres qu'il reçoit de Lucie et par l'espoir de voir son honneur réhabilité. Cris de colère, cris d'épouvante contre la condamnation la plus effroyable qui ait jamais frappé un être humain. En France, Bernard Lazare, jeune journaliste passionné de justice, est le premier à rejoindre le camp dreyfusiste, bientôt imité par le parlementaire Joseph Reynac. Au service de renseignement, le commandant Picard remplace le colonel Sander. Picard découvre, parmi les nombreux documents récupérés à l'ambassade allemande par la femme de ménage Madame Bastian, celui qui restera dans l'histoire sous le nom de Petit Bleu. Il s'agit d'un télégramme que l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen adresse au commandant Esterhazy, officier de l'armée française. Un nouvel espion se cacherait dans les bureaux du service de renseignement. C'est effrayant, dit Picard, qui diligente une enquête sans en parler à ses supérieurs. Rouvrant le dossier de l'affaire Dreyfus, il a la stupeur de constater la similitude de l'écriture du bordereau avec celle d'Esterhazy. L'erreur judiciaire lui apparaît clairement en août. Il va tenter d'en convaincre les généraux de Boisdret, Frégonce, chef de l'état-major.
En novembre, devenu témoin gênant, Picquart est éloigné de Paris. Il est d'abord envoyé en inspection dans l'est de la France, puis affecté au 4e tirailleur en Tunisie. Alors on peut dire, Jean-Denis Bredin, que très rapidement, quelqu'un connaît déjà la vérité, c'est le fameux commandant Picquart, mais pourquoi va-t-il être considéré comme un témoin gênant? Tout va être fait pour étouffer savoir. Picquart découvre la vérité par hasard d'ailleurs, par hasard, parce qu'un autre document tombe sous ses yeux et il découvre qu'en réalité l'auteur du bordereau est le commandant Esterhazy et non pas Dreyfus qui est au bagne pendant ce temps-là à l'île du Diable en train de souffrir la condamnation prononcée contre lui. Et Picquart, qui n'était pas du tout favorable à Dreyfus, il avait assisté au procès de Dreyfus, il avait fait rapport au ministère de la Guerre, mais Picquart est indigné. Picquart est aussitôt indigné et dit « Mon honneur ne me permet pas de ne pas dire la vérité ». Alors il va voir ses chefs, il va voir successivement le chef d'état-major, puis le sous-chef d'état-major, et le général Gonse, sous-chef d'état-major, lui répond « Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire que ce juif reste à l'île du Diable? Et si vous n'en parlez pas, personne ne le saura ». Et à ce moment-là, Picquart va découvrir et vérifier à ses dépens, j'allais dire, puisque peu à peu on va se débarrasser même de lui, parce qu'il devient gênant puisqu'il sait la vérité, qu'en réalité, l'état-major ne veut pas que l'on change quoi que ce soit à cette vérité désormais établie que Dreyfus est coupable et qu'il est le seul et le vrai coupable et le définitif coupable, parce que c'était commode, encore une fois, qu'il le restât, et l'état-major va se mettre à protéger Esterhazy et à se débarrasser peu à peu de cet importun Picquart qui, lui, pensait trop à la vérité. Alors c'est le début de l'affaire Esterhazy. Quel étrange personnage que cet homme qui va défier la République et qui va réussir à faire entendre sa voix, c'est-à-dire ses mensonges. Alors Esterhazy, l'auteur du bordereau, est un personnage extraordinaire, certains ont dit fou, pas fou du tout, couvert de dettes, aimant les femmes, faisant n'importe quoi, détestant la France ou l'aimant selon les moments, un personnage tout à fait singulier et qui, peu à peu, va être protégé par l'état-major français pour beaucoup de raisons, semble-t-il, mais pour cette raison essentielle qui a été plus tard très bien exprimée par Maurice Barrès dans cette idée, que si Dreyfus revenait du bagne, si Dreyfus était enfin proclamé innocent, c'est la France qui était coupable, c'est l'armée qui était coupable, c'est l'armée qui aurait injustement condamné, qu'il fallait qu'il restât coupable pour que l'armée et que la France fussent innocents. Voici la suite de l'affaire avec la découverte du faux Henri. Quelques semaines plus tard, le 2 novembre 1896, le commandant Henri du service de renseignement produit fort à propos une nouvelle preuve accablante de la culpabilité de Dreyfus. Une lettre de l'attaché militaire italien Panizzardi à l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen, où Dreyfus est nommément mis en cause. Cette lettre est un faux, mais on ne le saura que 2 ans plus tard. L'éclair révèle alors l'existence du dossier secret qui a fait condamner Dreyfus, mais le gouvernement ne bronche pas. L'année suivante, en juin 97, Picquart charge son ami d'enfance, l'avocat Leblois, d'alerter sur cette affaire le vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner, un homme d'un poids politique considérable. Scheurer-Kestner est vite convaincu de l'innocence de Dreyfus, mais se heurte à un mur du silence, dont celui du président de la République, Félix Faure. Le 12 novembre, on connaît la vérité. Le bordereau a bien été rédigé par Esterhazy. Le 16 novembre, Mathieu Dreyfus dénonce Esterhazy dans Le Figaro. Le général de Pellieu est désigné pour ouvrir une enquête. Le 20 novembre, Pellieu, téléguidé par le service de renseignement, conclut à l'innocence d'Esterhazy et à la culpabilité de Picquart. Mais le 28 novembre, coup de théâtre, Le Figaro publie les lettres d'Esterhazy à l'une de ses anciennes maîtresses, lettres où il se montre violemment antipatriote. Grosse émotion publique. Devant l'absence de réaction du gouvernement, Clémenceau, dans l'Aurore du 29 novembre, pose la question « Qui protège Esterhazy ?» La seconde enquête de Pellieu, achevée le 2 décembre 1897, conduit à un non-lieu en faveur d'Esterhazy qui sera acquitté le 11 janvier 1998 à l'issue d'un procès à huis clos. J'ai envie de vous poser la même question que celle que posait Clémenceau à l'époque. Qui protège donc Esterhazy ? Les raisons ne sont peut-être pas toutes établies, mais on sait quand même que c'est l'état-major qui protège Esterhazy. L'état-major protège Esterhazy à la fois parce qu'il faut que Dreyfus reste coupable, comme on l'a dit,
Et parce qu'Esterhazy, par surcroît, est un personnage pour beaucoup de raisons dangereux. Esterhazy est protégé et l'on découvre peu à peu, à l'état-major, que finalement le procès d'Esterhazy est utile. Parce que le procès d'Esterhazy va permettre son acquittement. Et comme l'a dit fort bien Léon Blum dans son livre sur l'affaire, du coup, Dreyfus sera 2 fois condamné. Il sera à la fois condamné et au bagne, et une seconde fois condamné, puisque le véritable coupable aura été acquitté. Et que par conséquent, j'allais dire que la machine judiciaire se parachevait, se perfectionnait par la condamnation, par l'acquittement, veux-je dire, triomphal d'Esterhazy, qui est ensuite porté en triomphe sous les cris de mort aux Juifs, et vive le héros Esterhazy. Et ce jour-là, en janvier 98, lorsque l'acquittement d'Esterhazy est prononcé, eh bien, on peut croire que l'affaire Dreyfus est terminée, sinistrement terminée. Dreyfus est 2 fois condamné, qui restera à l'île du Diable, et que désormais Esterhazy est une forme de héros national. Cela veut dire aussi, parce que ça nous paraît vraiment très troublant, un siècle plus tard, et très très révoltant, que la justice était totalement au service des militaires. La justice militaire était au service des militaires, oui. Alors Ce n'est pas la justice civile et ce n'est pas la justice criminelle, nous les verrons intervenir et d'une autre manière. Mais la justice militaire était, d'ailleurs, il faut aussi encore une fois se situer dans la mentalité de l'époque pour bien la comprendre, la justice militaire fonctionne pour l'honneur de l'armée, le prestige de l'armée et pour chasser les espions et faire ce que l'armée veut. Mais l'armée porte les espoirs de la France à l'époque et l'armée est appelée l'Arche Sainte, c'est-à-dire que porter atteinte à l'armée est ce qu'il peut y avoir de pire et confirmer que l'armée s'est bien conduite et ce qu'il y a de nécessaire. Et pour l'identité de la nation. Bien sûr. Alors, l'affaire Dreyfus va être relancée par un coup de tonnerre, et ce coup de tonnerre va venir de la presse. Je veux bien sûr parler de Zola, qui va publier son J'accuse. C'est dans une atmosphère d'émeute que le 7 février 1898 s'ouvre le procès Zola devant les assises de la Seine au palais de justice de Paris. Zola réussit à faire parler de l'affaire au prétoire. On arrête le commandant Esterhazy ainsi que le colonel Picard, accusé lui aussi de faux. Mais il n'est pas question de rouvrir le dossier Dreyfus, et Zola, condamné à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende, doit se réfugier en Angleterre. Il semble bien cette fois que les révisionnistes aient définitivement perdu la partie. Mais justement, les révisionnistes n'ont pas perdu la partie. Il leur faudra simplement encore beaucoup de ténacité, Michel Vinocq, beaucoup d'obstination et beaucoup encore de temps et d'énergie. Le 11 janvier 1898, cependant, quand Esterhazy a été acquitté triomphalement, il n'empêche qu'ils étaient accablés. Ceux qui demandaient la révision du procès, les Dreyfusards, les révisionnistes, étaient convaincus que la partie était perdue pour longtemps. Ils étaient combien ? Très peu, une poignée qui s'est peu à peu agrandie, mais justement, le 13 janvier 1898, lorsque Zola va publier sa lettre au président de la République, que Clémenceau, qui est un éditorialiste de l'Aurore, va intituler « J'accuse », titre merveilleux, c'est à partir de ce moment-là, on peut dire que le lever de rideau de l'affaire Dreyfus a eu lieu et les Dreyfusards, comme les anti-Dreyfusards, vont peu à peu véritablement constituer, former leur camp. Alors au départ, ils sont très peu nombreux, ceux qui demandent la révision du procès. Mais ils utilisent la presse, justement. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État médiatique à ce propos ? De la part de Zola, certainement. C'est un acte révolutionnaire, comme on l'a dit, mais qui n'a eu lieu que grâce à la presse. Cette presse à grand tirage, cette presse populaire, qui existe depuis les années 1880, 1890, grâce d'une part à la loi sur la liberté de la presse de 1881, et d'autre part grâce aux progrès techniques qui permettent désormais de publier des journaux tous les jours très rapidement et de les diffuser facilement. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est la naissance d'une presse à grand tirage et profondément engagée, mais une presse aussi écrite par des intellectuels ou des écrivains comme Zola? Est-ce qu'on peut dire, comme beaucoup l'ont dit, qu'on assiste aussi à la naissance des intellectuels en tant que classe? Vous me posez 2 questions. La première sur mais la ça presse... va ensemble, la presse et les intellectuels. Oui, à l'époque. C'est vrai. La première, il est indiscutable que la presse existe déjà, donc elle n'est pas née de l'affaire Dreyfus, mais c'est vrai aussi que l'affaire Dreyfus va lui donner une importance considérable et que la bataille sur Dreyfus, la crise dreyfusienne,
la lutte entre les partisans et les adversaires de la révision du procès, comme je le disais, n'a lieu que grâce à cette grande presse, qui n'est pas une presse intellectuelle, qui est aussi une presse de masse, populaire. Une presse populaire. Il y a de tout dans cette presse. Une presse pour toutes les strates sociales. Oui, il y a aussi une presse antisémite drôlement active. Tout à fait. La Croix, Le Pèlerin, La Libre Parole, L'Intransigeant et quelques autres sont des journaux antisémites, nationalistes. Mais j'en viens à votre deuxième question, naissance des intellectuels, là certainement, parce que le mot lui-même, intellectuel, c'était un qualificatif, un adjectif, ce n'était pas un substantif pour désigner des personnes. Et pas encore une fonction. Et pas encore une fonction, comme vous le dites. Et alors, qui est le premier à avoir utilisé ce terme d'intellectuel? Là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Ce qui est sûr, c'est que au mois de janvier précisément, c'est Clémenceau qui, dans l'Aurore, dans un de ses éditoriaux en faveur de Dreyfus, pour la première fois à ma connaissance, avec autant d'éclat, signale une pétition qui est signée par des universitaires, des savants, des artistes, etc., qu'il va appeler les intellectuels. Et les écrivains de droite, Barrès notamment, Maurice Barrès, va reprendre le mot de manière dérisoire pour s'en moquer, pour dire ces intellectuels, que savent-ils de plus que les autres? On connaît la rengaine. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'elle naît. Alors, il faut aussi aborder le fameux problème des lignes de partage entre les Dreyfusards. Vous le disiez tout à l'heure, ils étaient un tout petit clan autour d'abord du frère de Dreyfus, Mathieu, qui a joué un rôle extrêmement important. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, Bernard Lazare, Reynac qui est venu. Et puis petit à petit, ce clan s'est organisé, structuré, est devenu de plus en plus efficace. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les anti-Dreyfusards. Alors, à droite, les anti-Dreyfusards, à gauche, les Dreyfusards, est-ce si simple? Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, ça change, ça évolue. Au départ, une poignée de gens qui se battent sur l'erreur judiciaire, qui sont convaincus qu'il y a erreur judiciaire. Le départ, c'est évidemment la famille. C'est Mathieu, le frère, Lucie, l'épouse, Bernard Lazare, qu'ils embauchent pour faire une enquête sur cette erreur judiciaire, et puis de proche en proche, des gens qui sont convaincus, qui appartiennent soit au milieu intellectuel, soit au milieu politique, ils sont très peu nombreux, mais à la fin de 1897, il y a au moins deux personnages très importants qui sont convaincus de l'innocence de Dreyfus. C'est d'abord Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, d'origine alsacienne, alsacien lui-même comme Dreyfus, et d'autre part Clémenceau, qui est un bagarreur depuis 1800, depuis le Second Empire, n'est-ce pas? C'est un politicien redoutable. Bien, alors ces deux hommes, et Jaurès qui commence lui aussi à entrer dans cette bataille, qui sera le troisième grand personnage politique du premier dreyfusisme. Mais ils sont très peu nombreux. Pourquoi? Parce que l'opinion, d'une part, la classe politique de l'autre, de gauche comme de droite, est absolument convaincue que c'est une affaire très simple. Il y a eu un traître, un espion, un conseil de guerre, un jugement, une condamnation, point final. On ne va pas revenir sur une condamnation. Il a été condamné, c'est donc qu'il était coupable. On a parfaitement confiance dans ce conseil de guerre. Pourquoi ce conseil de guerre inventerait-il un coupable? Donc, l'affaire va véritablement devenir une affaire seulement en 1897. Alors justement, retour aux images, nouveau rebondissement dans l'affaire Dreyfus, et pendant ce temps-là, eh bien, le capitaine Dreyfus se morfond à l'île du Diable. À l'île du Diable, le bagnard Dreyfus, soutenu par les lettres de sa femme, espère encore un miracle. Ce miracle va avoir lieu. Le 13 août 1898, le capitaine Cuinier, attaché au cabinet de Cavaignac, met à jour le trucage du faux Henri. Le document était composé de 2 papiers collés ensemble. La différence était perceptible par transparence à la lumière d'une lampe. Le 30 août, Henri, dans le cabinet du ministre de la Guerre, reconnaît en être l'auteur. Il est conduit au Mont Valérien. Le lendemain matin, il demande de quoi écrire. À 11 h, il fait mettre à la poste une lettre à l'adresse du général Gonze, puis il écrit une lettre à sa femme où il défend sa mémoire. Depuis quelques heures, il boit de l'alcool. Il a vidé une demi-bouteille de rhum. Il n'ira pas plus loin. Vers 3 h de l'après-midi, il se tranche la gorge de 2 coups de rasoir.
Il n'est désormais plus possible au gouvernement de refuser la révision. Et le 3 juin 1899, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, décide le renvoi de Dreyfus devant le Conseil de guerre. Alors à cette période-là, Jean-Denis Bredin, tout le monde connaît la vérité. Je veux dire, ceux qui veulent la connaître, la connaissent. Donc le problème qui se pose, c'est comment obtenir la révision. C'est extrêmement compliqué. Tout le monde connaît la vérité depuis la révélation des faux faits par le colonel Henry, par son suicide très probable, car on a parfois prétendu qu'il avait été assassiné, par toutes sortes d'éléments qui sont réunis. Et lorsque Alfred Dreyfus revient de l'île du Diable, après que la Cour de cassation ait ordonné la révision de la condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal militaire de Rennes, c'est vrai qu'on peut penser qu'il sera acquitté et que toute la famille le croit et que tous les Dreyfusards le croient. Et lui rentre pour être acquitté. Il va voir d'ailleurs à la prison ses enfants qui avaient toujours cru qu'il était en voyage, parce qu'on avait caché aux enfants, bien entendu, que leur père avait été condamné. Et il retrouve sa famille, il est en prison certes, mais il va être jugé, il va être acquitté. La dernière phase semble tout à fait facile, nécessaire. Il fait jour le jour, comme a écrit Reynac, et la vérité doit apparaître. Dreyfus est innocent. Esterhazy était l'auteur du bordereau et il reste au tribunal militaire à le dire. Alors nous allons voir toujours, grâce au film de Ferdinand Zecca, le capitaine Dreyfus qui apprend sa révision à l'île du Diable et son retour donc à Rennes. Le 30 juin 1899, à 2 h du matin, Dreyfus débarque à Port-Alliguen. Il est aussitôt conduit à Rennes devant le Conseil de guerre chargé d'instruire son second procès, qui s'ouvre le lundi 7 août 1899 à 6 h du matin, dans une grande salle du lycée. Toutes les précautions ont été prises pour protéger les témoins et prévenir les manifestations. Sur ces images exceptionnelles des actualités pâtées de 1899, tandis que le président Jouhaud pénètre dans le lycée sous bonne escorte, Mathieu Dreyfus et sa femme accueillent Lucie Dreyfus à sa sortie de la prison militaire où elle a rendu visite à son mari. Elle est suivie de Bernard Lazare, l'ami fidèle de la première heure. Au lycée, la salle est pleine. Les journaux ont envoyé leurs meilleurs collaborateurs. À nouveau, tous les responsables militaires vont défiler à la barre. Dreyfus fait impression. Grand, maigre, cheveux blancs, il clame encore son innocence, les yeux mouillés de larmes. Pendant le procès qui va durer 1 mois, Maître Laborie est blessé dans un attentat. C'est la dernière bataille. Malgré la longue plaidoirie de Maître Demange, Dreyfus est reconnu coupable à la majorité de 5 voix contre 2, avec des circonstances atténuantes, mais coupable. Condamné à 10 ans de réclusion, il bénéficie 10 jours plus tard d'une grâce présidentielle. Alors Jean-Denis Bredin, vous avez expliqué les raisons pour lesquelles cette culpabilité lui colle à la peau, mais le clan Dreyfusard ne cesse d'augmenter. Il faudra bien un jour résoudre le problème parce que la France entière est elle-même divisée. Quand Dreyfus est à nouveau condamné, il est évident qu'il ne supportera pas notamment une nouvelle dégradation, car il allait à une nouvelle dégradation. D'ailleurs, personne n'osera lui dire, y compris dans sa famille, qu'il était de nouveau condamné. Et son frère Mathieu sait très bien qu'il risque de ne pas survivre et de ne pas se laisser survivre. Et à ce moment-là, la famille Dreyfus va commencer à négocier avec le gouvernement la grâce de Dreyfus. Et le gouvernement est à l'époque présidé par Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau, qui à l'origine avait failli être l'avocat de Dreyfus, avait refusé de l'être et l'avait envoyé à son ami Demange.
Et le gouvernement va décider de gracier Dreyfus, car l'innocence de Dreyfus était patente et cette condamnation était manifestement une satisfaction simplement donnée à l'armée ou à la vindicte anti-juive. Et Dreyfus va être gracié. Il va sortir de prison. Et à ce moment-là, on peut dire que la partie brûlante de l'affaire est terminée. Dreyfus est libre, tout le monde sait qu'il est innocent, mais il va lui poursuivre le combat. Car la grâce n'est pas la réhabilitation. Car la grâce n'est pas la réhabilitation, il va poursuivre le combat. Pour cette grâce, il a été souvent mal jugé par un certain nombre de Dreyfusards qui auraient préféré qu'il reste en prison. Il y a un texte superbe de Péguy qui dit qu'il était investi du rôle de victime, investi du rôle de héros. Il devait continuer, il devait être digne de ses investitures. Et il lui répondra qu'il n'était qu'un officier d'artillerie, qu'une erreur tragique avait empêché de poursuivre son chemin. Mais son chemin, c'est quand même la vérité, c'est l'honneur. Il va poursuivre ce combat solitaire, aidé aussi par Jaurès, beaucoup aidé par Jaurès, pour arriver en 1906, enfin, à la proclamation définitive par un arrêt de la Cour de cassation des chambres réunies de son innocence. C'est donc à ce moment-là que l'affaire Dreyfus est pour vous terminée judiciairement ? Judiciairement terminée en 1906. Judiciairement terminée, elle se prolonge sous des formes très diverses, bien entendu, depuis, mais ce jour-là, elle est pour lui terminée et il rentre dans le silence. Il rentre dans le silence, car ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cet homme qui a déchiré la France, enfin dont le martyr a déchiré la France, fera tout pour qu'on ne parle pas de lui, il mourra en 1935. Certains disent qu'il n'était pas à la hauteur de sa cause. Il était au contraire, moi me semble-t-il, tout à fait à la hauteur de sa cause. Il a cru jusqu'au bout à la vérité. Il était un officier. Il était incontestablement un officier. Dans toutes ses correspondances de l'île du Diable, le mot France, le mot honneur reviennent tout le temps. Il croit que la France doit lui rendre justice parce qu'il aime la France totalement. Il croit que la France se confond avec la vérité et la justice. Il ne croit pas que les complots montés contre lui puissent réellement résister à ce qu'est à la fois la vérité et la France ensemble. Alors nous allons revenir... Là est son illusion. Oui, nous allons revenir à la suite de l'affaire Dreyfus et donc à l'épisode de la réhabilitation. Le 12 juillet 1906, l'amnistie ayant été votée à la Chambre, la Cour de cassation reconnaît que le jugement de Rennes a été prononcé par erreur et à tort et l'annule. Et le 21 juillet 1906, dans la même cour de l'école militaire où il avait été dégradé 11 ans et demi plus tôt, Dreyfus, nommé chef de bataillon, est décoré de la Légion d'honneur en présence de Picard, réhabilité lui aussi et promu général. Michel Vinocq, un siècle plus tard, cette affaire nous émeut, nous bouleverse même. Quel enseignement peut-on tirer? Je sais qu'il faut, avec vous, se resituer dans le climat politique et dans le contexte de l'époque. Mais quelles furent les conséquences de cette affaire Dreyfus? Vous avez l'air de dire que la République fut en danger. Certainement. Tout d'abord, les conséquences immédiates. Ce fut la défense républicaine, avec le gouvernement Valdez-Rousseau, soutenu par l'ensemble ou à peu près toutes les forces républicaines contre un danger qu'on peut situer à l'extrême droite, qu'on appelle nationaliste, antisémite, et qui voulait en finir avec la République parlementaire, pour restaurer un pouvoir fort, peut-être républicain, mais en tout cas certainement pas une République parlementaire. Bon. Les républicains ont pu se ressaisir, et ils sont allés jusqu'à former une union, un bloc, et aux élections de 1902, ils l'ont emporté. Et la gauche unifiée, unie en tout cas, plutôt qu'unifiée, était au pouvoir pendant une législature. Ce qu'on a appelé le bloc des gauches. C'est le bloc des gauches. Et au cours de cette législature, un certain nombre de lois ont été votées. J'en arrive tout de suite à la principale, qui a été la loi de séparation de l'Église et de l'État. Parce que la question religieuse, vieille pomme de discorde entre la gauche et la droite, entre les républicains et les adversaires, la question religieuse a fini par devenir centrale au cours de ces années-là, en raison du fait que beaucoup de catholiques, sinon l'Église officiellement, tout au moins beaucoup de catholiques, ont
participé à la campagne nationaliste anti-dreyfusarde, notamment à travers des journaux populistes, national-catholiques, comme La Croix que j'ai cité tout à l'heure. Et par conséquent, sinon tous les catholiques, car certains ont été anti-dreyfusards, tout au moins une grande partie de ces catholiques ont été accusés par les républicains, par conséquent d'avoir été les vrais instigateurs de la crise dreyfusienne. Et puis en plus, beaucoup d'officiers avaient été formés dans les collèges qu'on appelait les jésuitières, et donc on accusait l'Église d'avoir été coupable contre la République. Et on en est arrivé par conséquent à voter cette loi, qui est une loi fondamentale, qui n'a pas été une loi de revanche du reste, parce qu'elle est due à Aristide Briand, qui l'a conçue dans une perspective d'apaisement. Elle a été mal reçue par l'Église, mal reçue par la majorité des catholiques. Certains catholiques y ont vu un espoir, au contraire, d'apaisement et de pacification des esprits, et puis surtout une nouvelle liberté pour l'Église qui ne dépendait plus désormais de l'État. Voilà donc une des grandes conséquences, certainement, sur le plan législatif de l'affaire Dreyfus. Et il y a eu aussi la création de la Ligue des droits de l'homme. Alors, il y a aussi, je dirais, le souvenir de l'affaire Dreyfus, qui est un modèle de référence, à la fois pour la gauche républicaine, avec des créations comme la Ligue des droits de l'homme, mais surtout ce souvenir extraordinaire d'une lutte pour les droits de l'homme, pour le droit d'un homme, mais d'un homme... Le droit d'un individu. D'un individu, mais d'un individu qui justement symbolise... Et de l'innocence quand même, et de la vérité. D'un innocent châtié, et qui représentait par conséquent à travers lui le symbole même d'une humanité qui pouvait être victime d'une injustice. Et la droite, de son côté, a pris l'affaire Dreyfus comme une autre référence, la référence précisément d'une victoire scandaleuse des forces judéo-maçonniques contre l'armée, contre l'Église. Et Charles Maurras, lors de son procès en 1945, lui qui avait soutenu Pétain, dira, après sa condamnation, en 1945 donc, il dira « c'est la revanche de Dreyfus ». L'affaire sonne encore dans nos oreilles, aujourd'hui même. Oui, certainement. Du reste, il y a l'intolérance, le combat pour la vérité. Il y a au fond toujours... le sacrifice. Sinon une affaire Dreyfus, tout au moins un danger d'affaire Dreyfus, des petites affaires Dreyfus. À chaque fois qu'un homme, ça commence toujours petit. Oui, à chaque fois qu'un individu est accusé alors qu'il est innocent, est condamné alors qu'il est innocent, on peut dire qu'il y a déjà l'embryon d'une affaire Dreyfus. Le dernier témoin de l'affaire à disparaître fut Dreyfus lui-même. Le 11 juillet 1935, s'éteignait celui qui avait un jour déclaré à Victor Bache « Je n'étais qu'un officier d'artillerie qu'une tragique erreur a empêché de suivre son chemin. Le Dreyfus, symbole de la justice, ce n'est pas moi. C'est vous autres qui l'avez créé. » Alors nous allons rentrer dans l'année du centenaire de la commémoration de l'affaire Dreyfus. Vous imaginez bien que de nombreux livres vont être publiés. Et tout d'abord, la revue L'Histoire. Alors vous avez collaboré à un numéro excellentissime, si j'ose dire, qui démarre par une chronologie de cette affaire qui, je le rappelle, a duré 12 ans et riche en rebondissements, en complications et en multiplication de personnages. Cette chronologie est excellente et ce numéro nous permet de comprendre de manière transversale tout ce qui a existé pendant l'affaire Dreyfus et quelles en furent les conséquences. Vous êtes d'accord sur la clarté, la concision et presque le côté troublant de ce numéro? Michel. Je suis juge et partie, donc je ne ferai pas de compliments excessifs, mais nous sommes efforcés de faire un numéro complet, c'est-à-dire de multiplier les approches sur cette affaire et sur la France de l'affaire Dreyfus et sur l'après-dreyfusisme du reste. Alors notamment, je voudrais signaler un article de Madeleine Rébériou qui remet en place l'histoire bibliographique sur l'affaire Dreyfus, parce que des centaines et des centaines de livres ont été publiés là-dessus, et elle dit notamment que l'affaire Dreyfus a permis de manière définitive d'éradiquer l'antisémitisme de gauche. Vous êtes d'accord? Oui et non, c'est vrai sur le plan officiel, indiscutablement. Car avant l'affaire Dreyfus, on trouvait dans les journaux socialistes notamment, ou radicaux, des propos antisémites. Désormais, ça sera fini, ce qui ne veut pas dire que les individus eux-mêmes seront guéris de cette maladie. Certains individus continueront, mais
En tout cas, c'est vrai que l'antisémitisme désormais est interdit de parole, je dirais, dans la presse, dans l'expression des journaux de gauche. Alors voici un livre, il pèse lourd. Moi, personnellement, il m'a fait passer 10 jours de bonheur. C'est la Bible, là. C'est une véritable Bible. Il s'agit du livre de Jean-Denis Bredin, une nouvelle édition augmentée qui vient d'être publiée aux éditions Fayard. Ça s'intitule « L'affaire » et c'est le récit extrêmement minutieusement composé, écrit par Jean-Denis Bredin, qui sait aussi être historien, mais aussi écrivain. Eh bien, on est littéralement transporté, on est ému tout au long de la lecture de ce livre, et j'avoue que ce livre nous a énormément aidé à construire cette émission. Je crois que vous avez été sensible aussi à l'émotion qui se dégage de ce livre. C'est un très beau livre, et j'ajouterais, comme c'est une nouvelle édition, c'est une édition étoffée par rapport à la première, enrichie, et cela devient un livre vraiment indispensable. Alors, des révélations. Figurez-vous que de nouveaux éclairages vont être publiés sur l'affaire Dreyfus. Un certain Jean Doise, qui connaît bien et est passionné par l'histoire militaire, semblerait-il, publie ces jours-ci un livre intitulé « Un secret bien gardé » et il nous explique que finalement Dreyfus aurait pu être condamné pour une histoire d'intox à l'intérieur des services de renseignement français. Oui, en gros, c'est ça, sa thèse. C'est un livre tout à fait passionnant. Vous dites un certain Jean Doise, je rappelle quand même que Jean Doise est un historien de l'armée, discret peut-être, trop discret, mais que... mais ce livre va faire du bruit, je pense. Il travaille sur l'affaire Dreyfus depuis très longtemps, et sa thèse, en quelques mots, est la suivante. Si ce n'est pas Dreyfus le coupable, c'est Esterhazy, dit-on. Seulement, le problème, c'est qu'Esterhazy n'est jamais inquiété. Il est acquitté, il vit jusqu'à la fin de sa vie sans aucun problème. Donc, il y a quelqu'un derrière lui. À ce sujet, on a échafaudé toutes sortes d'hypothèses, qu'il y avait un super espion qui le protégeait. Mais finalement, Jean Doise nous dit, nous révèle et tente de nous démontrer que Esterhazy, lui non plus, n'était pas coupable, qu'il était un agent français, un agent français qui a bel et bien écrit le bordereau, c'est bien lui l'auteur du bordereau, mais ce bordereau était fait dans un dispositif plus général qui consistait à créer ce qu'on appelle une intox chez les Allemands pour détourner leur regard du fameux canon de 75 qui était à ce moment-là en élaboration. Et Jean Doise montre que la chronologie de l'affaire Dreyfus correspond exactement à la chronologie de la mise en œuvre du canon de 75, qui, il faut le rappeler, est un canon formidable, puisque en 1914, il sera le vainqueur de la bataille de la Marne. Les Allemands n'ont jamais pu, par conséquent, avoir un canon aussi remarquable que le canon de 75, et le bordereau ne parle pas du tout du canon de 75. Il parle du canon de 120. Par les thèses de ah Jean oui, Doise, c'est tout à fait passionnant. C'est un livre tout à fait passionnant. Alors nous quittons le registre, disons, militaire et policier presque rocambolesque pour un livre qui vient d'être publié aux éditions Gallimard, qui est un livre collectif sous la direction de Pierre Birnbaum, La France de l'affaire Dreyfus. Alors là, nous atteignons plutôt la description de l'histoire des mentalités. Comment l'affaire Dreyfus s'est-elle enracinée en France? Comment a-t-elle été perçue? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'armée? Mais aussi... Moi, j'étais très séduite par un article qui raconte comment, dans 4 petites villes de France, l'affaire Dreyfus a déclenché un océan de passion. C'est vrai, c'est un livre tout à fait passionnant. Disons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un énième livre sur l'affaire Dreyfus. Non. Il ne fait pas du tout double emploi avec le livre de Jean-Denis Bredin, par exemple. C'est un livre qui analyse, comme son titre l'indique, la France, à un moment donné, c'est-à-dire au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, à travers une série d'approches. C'est un livre collectif tout à fait passionnante, aussi bien sur l'armée, la police, les mentalités, etc. La police qui n'hésitait pas à truquer, hein, comme on leur a montré tout au long de cette émission. Et puis pour la fin, votre livre, Michel, La fièvre hexagonale, les grandes crises politiques 1871-1968, et bien sûr, un chapitre est consacré à l'affaire Dreyfus. Et je conseille à tous les spectateurs de commencer par le vôtre s'ils veulent véritablement comprendre tous les ressorts de cette affaire Dreyfus. Merci. Voilà, cette émission sur l'affaire Dreyfus est terminée et la semaine prochaine, les brûleurs de l'histoire vous présenteront un dossier tout à fait différent puisqu'il s'agit lors de l'abbé Pierre. Il y a exactement 40 ans, l'abbé Pierre, en cet hiver très rigoureux de 1954, lançait son fameux appel, un bébé venait de mourir et à ce moment-là, des gens mouraient de froid dans la rue. Alors ce fut une véritable vague déferlante de charité et pour nous accompagner tout au long de ces images extraordinaires que nous avons pu retrouver dans les archives, un historien spécialiste de la 4e République pourra nous resituer le contexte politique et économique de la France des années 50. Voilà. Avec l'abbé Pierre. À la semaine prochaine. Bonsoir.